Ce diaporama a pour objectif de vous présenter les principaux enjeux liés à la mise en œuvre d'une analyse des besoins sociaux au niveau de votre commune. Il ne s'agira pas ici de rentrer dans l'approche des grandes questions d'ordre social, mais essentiellement de regarder en quoi l'analyse des besoins sociaux peut concourir à l'amélioration de la réponse globale aux besoins des habitants. Tout d'abord, l'analyse des besoins sociaux répond à un décret qui date de 2016, qui remplace l'ancien décret qui, lui, avait été mis en œuvre en 1996. Ce décret de 2016 précise qu'il doit y avoir un diagnostic en début de mandat. Alors, la période est un peu floue, on parle l'année qui suit la mise en œuvre de la nouvelle mandature, donc ça peut très bien être 2020, comme ça pourrait aussi être 2021. Donc il y a une petite latence entre 2020 et 2021 pour mettre en œuvre ce diagnostic de début de mandat. Et puis le décret laisse ouvert la possibilité de pouvoir intégrer les années suivantes des approches thématiques complémentaires. L'enjeu de la mise en œuvre des approches thématiques, c'est bien évidemment l'écriture de projets sociaux communaux. En gros, de passer d'un regard et d'une analyse issue d'une observation vers un dispositif beaucoup plus opérationnel, vers des fiches actions. Tout d'abord, la démarche, elle est au service du développement social local. Pourquoi est-ce qu'il fallait cet ABS au niveau des CCAS ou des CIAS? Essentiellement pour que le CCAS puisse adapter la réponse sociale qu'il offre aux réalités des habitants de son territoire. Pour cela, il est nécessaire que le CCAS puisse réaliser une analyse de ce qui existe, des enjeux d'aujourd'hui et surtout des enjeux de demain, puisque là nous sommes dans l'écriture d'une analyse qui doit fonctionner jusqu'en 2026. Et puis il ne faut pas oublier qu'un CCAS, c'est un nombre d'actions obligatoires qui est relativement limité. La domiciliation, les dossiers d'aide sociale qui sont de moins en moins nombreux, et puis l'analyse des besoins sociaux. Pour le reste, il s'agit d'une action qui est facultative, qui est en fin de compte liée au pouvoir, aux attentes que la collectivité peut avoir en sa direction. Il est donc essentiel que le CCAS puisse baser ses orientations sur une véritable connaissance des réalités des habitants, pas seulement un ressenti, mais aussi une approche beaucoup plus structurée et surtout transversale, avec les autres services de la ville et avec les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, sans oublier, car le cœur de la réponse est là, sans oublier les habitants qui eux aussi doivent pouvoir être associés à cette démarche. Donc le CCAS, un acteur de la réponse, mais surtout à partir du moment où il n'y a pas vraiment d'obligation forte en direction des CCAS en matière d'action, eh bien, un acteur au service de l'innovation. Alors, quels enjeux à l'ABS? Tout d'abord, positionner le CCAS comme un acteur qui, par ce diagnostic, va mettre autour de la table les différents partenaires qu'il peut y avoir sur son territoire, et puis d'impliquer d'une manière ou d'une autre les habitants par une enquête, par des entretiens, ou par leur présence aussi dans les groupes de travail. Donc, une analyse des besoins sociaux qui puisse permettre de positionner le CCAS comme un acteur central de la coordination et surtout un acteur qui réalise de la veille sociale, à la fois à son profit, mais aussi au profit des autres partenaires, car n'oublions pas, le CCAS ne sera pas en capacité seul de répondre à tous les enjeux sociaux du territoire, bien évidemment, et il est donc nécessaire que par ce diagnostic partagé, il puisse y avoir une forme de synergie qui s'opère avec les autres acteurs. Si chacun tire la charrette dans la même direction, elle ira beaucoup plus loin que si chaque partenaire a ses propres objectifs, sa propre vision des enjeux du territoire, et de ce fait, si chacun des partenaires développe des actions qui ne seront pas toujours coordonnées, mais qui à ce moment-là pourraient aller dans tous les sens. Le rôle d'un CCAS dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux, c'est avant tout d'arriver à organiser son partenariat, à le structurer et à le mettre dans une dynamique de réflexion, une dynamique d'analyse prospective qui doit permettre de mieux répondre aux besoins des habitants.
Alors, comment réussir son analyse des besoins sociaux? Tout d'abord, bien se dire que l'analyse des besoins sociaux, ce n'est pas l'affaire que du CCAS. Le CCAS doit être porteur. On doit pouvoir, au travers de cette analyse des besoins sociaux, comme il était dit tout à l'heure, positionner un CCAS comme acteur de la coordination et puis surtout porteur de cette veille sociale. Mais l'action sociale, ce n'est pas l'affaire que du CCAS. D'où la nécessité de travailler en partenariat avec les autres institutions, mais aussi avec tous les services de la ville ou de l'intercommunalité. Par exemple, la tarification sociale qui existe dans nos communes, eh bien, n'est-elle pas le premier outil de l'action sociale communale? C'est un outil qui est relativement onéreux pour une commune, et pour autant, il s'agit là d'un outil vraiment de politique sociale destiné à faciliter l'accès aux services publics des populations dont le niveau de vie est le plus faible. On le voit bien, l'analyse des besoins sociaux, c'est un intérêt pour tous, pas seulement un intérêt pour le CCAS, mais un intérêt pour l'ensemble des services de la ville et bien évidemment pour l'ensemble des acteurs de la réponse sociale sur le territoire. Et puis l'analyse des besoins sociaux peut être à même d'alimenter en connaissance et analyse tous les services de la réponse du territoire. Ça nécessite qu'on ne doit pas se restreindre à ce petit cercle du social sur son territoire, mais qu'on doit pouvoir élargir au moins à minima la restitution, mais peut-être aussi en amont les temps de réflexion et d'analyse qui sont liés à la mise en œuvre de l'analyse des besoins sociaux. Et puis, c'est aussi une dynamique, une démarche qui contribue à réaliser de la manière la plus optimale possible bien d'autres dispositifs. On peut penser les CTG, par exemple dans le cadre des conventions avec la CAF, les programmes locaux de l'habitat, où là l'analyse des besoins sociaux a vraiment des éléments importants à mettre en évidence, par exemple sur le vieillissement à venir de la population, sur cette question d'éloignement des services dont on parlait tout à l'heure, mais aussi tout simplement sur les nouveaux besoins que peuvent avoir les jeunes en matière d'accès au logement. Le CLSPD, sur toutes les actions en matière de prévention et du vivre ensemble, mais on pourrait imaginer aussi des conventions de renouvellement pour les centres sociaux. Bien d'autres domaines pour lesquels l'analyse des besoins sociaux peut être un véritable outil d'aide, et puis surtout, dans ce qui était dit tout à l'heure, un outil qui permette à tous les acteurs et à tous les niveaux de pouvoir aller dans la même direction, c'est-à-dire avoir des priorités qui soient partagées et communes, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on arrivera à faire une politique sociale communale à la fois cohérente, mais surtout efficace. Préparer son analyse des besoins sociaux, c'est tout d'abord regarder la ville dans sa diversité. Il ne s'agit pas de regarder la ville qui ne serait que par un regard sur le vieillissement, sur la pauvreté ou la petite enfance, mais c'est de regarder la ville dans toutes ses dimensions, y compris en matière de développement économique, y compris en matière de mobilité. La mobilité sera aussi, dans les années qui viennent, un des enjeux essentiels d'un diagnostic social de territoire. Puis regarder en infra, c'est-à-dire les quartiers, pas seulement regarder la commune, mais regarder tous ces petits territoires qui composent nos communes et qui, en fin de compte, peuvent connaître des réalités, des dynamiques qui sont extrêmement diverses. Il ne faut pas se restreindre seulement aux publics qui sont souvent ceux analysés dans le cadre des ABS, c'est-à-dire les populations handicapées, les populations âgées et les populations fragiles socialement ou économiquement. Mais bel et bien regarder la ville dans son ensemble pour y positionner le social et faire que justement les enjeux sociaux, qui sont en effet les enjeux principalement autour de ces populations-là, puissent s'intégrer dans une vision globale du territoire et que ces enjeux sociaux soient aussi appropriés par les autres acteurs de la réponse sur le territoire. Je pense par exemple à un service éducation, un service de développement économique, le service des transports ou de la mobilité, mais aussi des acteurs institutionnels un petit peu différents de ceux avec lesquels on peut travailler habituellement, par exemple une chambre de métier ou une chambre de commerce, mais ça peut être aussi des acteurs associatifs dans le domaine de la culture ou de l'accès aux loisirs ou au sport par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans un diagnostic? Alors regardons d'un tout petit peu plus près quels peuvent être les types de questionnements auxquels on est confronté.
La question de la mobilité, on parlait tout à l'heure de mobilité, peut-être plus une mobilité domicile-travail, une mobilité alternante, mais là on peut regarder aussi la mobilité résidentielle. Qui sont ces personnes, qui sont ces ménages qui viennent s'installer sur le territoire? Eh bien, le regard sur ces ménages est vraiment essentiel puisque les ménages plus anciennement installés sont des ménages que l'on connaît mieux, qui sont mieux appréhendés par les élus, mieux appréhendés par une réponse sociale existante. Mais les nouveaux arrivants sont des ménages qui n'ont pas les clés du territoire et qui souvent sont beaucoup moins connus par les acteurs de la réponse sociale. Comment évoluent les structures familiales? Le monde évolue beaucoup plus vite que nos réponses ou que nos institutions ou que nos lois et décrets. Il est bien évident que le rôle d'un CCAS, c'est justement d'anticiper ces évolutions. Par exemple, les phénomènes de colocation, de cohabitation intergénérationnelle, de grands enfants qui restent au domicile des parents, ou alors d'augmentation des situations de monoparentalité ou de familles recomposées. Quels sont les besoins aujourd'hui des familles, mais de toutes ces structures de ménage? On peut regarder aussi qui sont les actifs qui viennent sur mon territoire. D'où viennent-ils chaque jour? On a le regard essentiel qui est un regard sur ceux qui dorment, qui sont présents la nuit, on va dire, sur ma commune. Mais regardons aussi tous ceux qui viennent le jour, car ceux qui viennent le jour sont parfois ceux qui utilisent le plus les services du territoire. Par exemple, je ne sais pas moi, les services en matière de mode de garde d'enfants, des services qui peuvent être en matière de santé, des services culturels ou des services sportifs. Regardons aussi le vieillissement. Anticipons, ne regardons pas que les populations âgées d'aujourd'hui, mais regardons d'un petit peu plus près quelles peuvent être les personnes âgées de demain et comment seront-elles, quelles seront-elles, où vivront-elles. Un quartier qui aujourd'hui peut être âgé, par l'effet du cycle de vie de ce territoire, peut devenir demain un quartier de famille. Par contre, un quartier qui était de famille il y a 20 ans peut progressivement devenir aujourd'hui un quartier de population âgée. Est-ce que mes services seront bien positionnés? Est-ce que ce territoire, ce lotissement que l'on a construit dans les années 70, qui en fin de compte correspondait vraiment à des familles un petit peu éloignées de tous les services, mais tout le monde avait sa voiture, tout le monde avait sa mobilité, est-ce qu'aujourd'hui ce territoire n'est pas un territoire peuplé essentiellement de personnes âgées qui ont de plus en plus de difficultés à se mouvoir? Or, on n'aura peut-être pas là les services de proximité, je pense au commerce ou aux services publics tout simplement. Et puis, mon territoire est-il homogène? Est-ce qu'il y a des territoires où il y a des populations beaucoup plus fragiles, qu'ils le deviennent encore plus, et puis des territoires où on a des populations beaucoup plus aisées, et qu'ils le deviennent encore plus. Et comment cette hétérogénéité des territoires, ou tout simplement cette inégalité de niveau de vie qu'on peut observer dans nos communes, eh bien, se traduit dans la manière de vivre ensemble, dans les relations entre les enfants, par exemple, dans les espaces de vie partagés. Il ne s'agit donc pas de regarder que les populations les plus fragiles, mais aussi d'anticiper des besoins ou des enjeux sociaux sur le territoire. Alors, la réussite de l'ABS, ça passe par de l'anticipation, anticipation bien sûr dans la réalisation de cet ABS, mais surtout essayer de regarder quels seront demain les enjeux du territoire. Par exemple, le vieillissement attendu, comment il va modifier l'usage de ma ville, comment les trottoirs, comment les voies de circulation, comment les places pour personnes en situation de handicap sont positionnées sur mon territoire. Ça peut être aussi de faciliter la mise en œuvre de projets d'implantation de services ou de commerces, ainsi que cela a été précisé précédemment. L'analyse des besoins sociaux, c'est aussi, par exemple, sur les personnes âgées, de les accompagner sur l'impact de l'isolement. Plus nous avons une population âgée sur un territoire, plus la probabilité d'avoir des ménages isolés est forte. On est bien plus fréquemment isolé à 80 ou 85 ans qu'on ne le sera à 30 ou 35 ans. De ce fait, l'évolution du risque d'isolement va s'accroître avec l'évolution de la population âgée. Alors, comment nos logements sont adaptés, comment on travaille cette solidarité de voisinage, comment on appréhende les enjeux liés, par exemple, à la mobilité des personnes âgées. Et on voit bien là que le social rime avec
mobilité, avec la voirie, avec l'urbanisme, mais rime aussi avec le développement économique, puisque là, il faut qu'il puisse y avoir des espaces de réponse à proximité des lieux où il va y avoir des besoins nouveaux qui vont apparaître par un simple effet d'évolution du cycle de vie de mes territoires. Alors comment réussir son analyse des besoins sociaux? Alors il faut qu'on dissocie, ainsi que le prévoit le décret, la première année, puis les années suivantes. Alors la première année, on est plutôt sur le lancement avec un comité de pilotage qui comprend des membres du conseil d'administration du CCAS et puis des professionnels et peut-être d'autres représentants des services de la ville, un DGS, pourquoi pas un élu qui ne soit pas nécessairement au CCAS et qui accompagne la réalisation du diagnostic, qu'il soit communal bien sûr ou intercommunal, qui lui-même sera représenté au comité de pilotage et l'obligation est qu'il soit présenté en conseil d'administration. On peut même aller plus loin, et c'est même ce qu'on vous disait préalablement, que cette restitution soit faite aussi beaucoup plus largement vers des habitants, qu'elle soit faite vers les autres partenaires, qu'elle soit aussi menée en direction de tous les élus de la collectivité locale, surtout dans ces années 2020-2021, où les enjeux ne seront plus ceux de l'élection 2026, voilà, puisqu'elle sera relativement lointaine, mais où on peut ensemble, quelle que soit la stratégie politique que l'on puisse avoir, ou que l'on puisse ensemble commencer à travailler sur les enjeux du territoire de demain, et cela sans être dans une situation de blocage liée à la proximité des élections municipales. Puis les années suivantes, à partir du diagnostic réalisé et puis de ce qui ressortira de ces temps d'échange, prioriser des thématiques en mettant en place peut-être chaque année une ou deux thématiques, par exemple la question de l'intégration des personnes en situation de handicap sur mon territoire, par exemple la question du vieillissement, ou alors la question des espaces d'insertion ou de la prise en charge de la petite enfance, des fractures numériques, de l'accès aux droits. Donc prioriser nos thématiques et à partir de là, mettre en place des groupes d'analyse partagés avec l'ensemble des partenaires et des acteurs de la réponse sur le territoire, finir par des préconisations et surtout des fiches actions qui ainsi contribueront à alimenter un projet social de territoire qui pourra lui être validé au fur et à mesure de la réalisation de ces thématiques par le comité de pilotage et qui pourront ensuite être présentés en conseil d'administration et à l'image de la première année, plus largement si cela est souhaité. L'analyse des besoins sociaux, elle doit donc s'anticiper sur la durée du mandat, un outil au service de l'action, avec la première année, ce diagnostic très transverse qui va aborder l'ensemble des publics, tous les enjeux du territoire, apporter aussi de la connaissance pour l'aide à la décision, mais vraiment de la connaissance opérationnelle. Il ne s'agit pas là de donner un nombre de, mais vraiment de mettre en rapport les enjeux avec les indicateurs afin de définir des thématiques prioritaires. Et puis à partir de là, possibilité, année après année, bien d'écrire ce projet social. Il peut être aussi intéressant, en cours de parcours, on peut dire à mi-mandat, de refaire un diagnostic parce que les éléments évoluent, les éléments statistiques, les éléments de connaissance évoluent fortement. Et puis, c'est aussi intéressant de mettre en lien ce qui ressortait du premier diagnostic, les actions qu'on a mis en œuvre et peut-être les premières tendances d'évolution de mon territoire. Alors, comment mettre en œuvre son analyse des besoins sociaux? Bien, on peut imaginer qu'il peut y avoir un vrai travail de mutualisation entre communes. Alors, pourquoi travailler à plusieurs communes, et notamment des communes de proximité? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les habitants, la frontière communale, si elle est importante pour eux, comme pour chacun d'entre nous, elle est parfois relativement poreuse. C'est-à-dire qu'on peut naître dans une commune, faire ses études dans une autre, puis partir s'installer pour la première fois dans son autonomie dans une troisième commune, et puis revenir à un moment donné dans sa commune d'origine ou dans une autre commune encore. Et à l'échelle d'une intercommunalité, par exemple, on voit énormément
de mobilité. Les plus grandes mobilités sont bien sûr des mobilités de communes pas très éloignées les unes des autres. Mobilité résidentielle, j'entends, mais aussi mobilité domicile-travail ou mobilité lieu de vie et lieu d'usage des services, par exemple un mode de garde ou une bibliothèque ou un espace où on a pu trouver une place pour l'accueil de ses parents âgés dans un établissement. Donc, travailler ensemble, ça a du sens, bien évidemment, par rapport à la vie des habitants, mais ça permet aussi un certain nombre de bénéfices. Plus on est nombreux autour d'une table, plus on peut avoir d'idées, de partage d'expériences, et plus l'analyse devient riche. Ça permet donc cette consolidation des analyses, ça permet de définir des positions communes face aux institutions. Des CCAS isolés ont beaucoup plus de mal à aller voir un département pour dire voilà ce qui nous semblerait intéressant, mais quand on est 6, 7, 8, 9, 10, 15 CCAS à venir en même temps faire la même demande, eh bien ça donne un autre poids, un autre enjeu pour le partenaire qui est en face. Bien sûr, il y a une économie, puisqu'on mutualise de la réflexion, on mutualise des outils, on mutualise éventuellement le recours à un prestataire extérieur. Et puis, ça renforce la cohésion et la solidarité entre les CCAS. Ça contribue notamment au développement ou à donner du sens aux unions départementales de CCAS, puisque là, non seulement l'union départementale peut accompagner la mise en œuvre d'une analyse des besoins sociaux mutualisés, mais surtout, elle va en tirer directement tous les bénéfices par la réflexion et l'analyse qui seront issues de ces analyses de besoins sociaux. Et puis, ça peut permettre aussi la mise en place d'actions qui ne pourraient pas être mises en œuvre sur un seul territoire. On peut penser par exemple l'acquisition à un moment donné de matériel ou d'une compétence professionnelle particulière qui ne se justifierait pas à l'échelle d'un seul CCAS ou d'une seule commune, mais qui d'un seul coup économiquement deviendrait tout à fait pertinente à l'échelle de plusieurs territoires. Il est important qu'il y ait aussi en interne, soit au CCAS, soit un groupement de CCAS, une personne qui tout simplement ait beaucoup plus d'appétence sur cette question-là pour piloter, organiser, éventuellement si elle le peut, suivre des formations. Et puis si elle veut externaliser la démarche, eh bien que cette personne puisse aussi se tourner vers l'Union nationale des CCAS qui dispose de cahiers des charges. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention.